Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Tout Savoir DCG. Tout d'abord, si tu veux aller plus loin, sache que des fiches de révision et des vidéos de correction d'annales sont disponibles dans la description. Allez, on attaque tout de suite le sujet du jour. Dans ce chapitre, on va s'intéresser au pouvoir normatif en droit social. Premièrement, on va voir le règlement intérieur. Nous allons également voir le pouvoir disciplinaire de l'employeur, la sanction disciplinaire. Ensuite, nous allons voir le contrôle judiciaire de la sanction disciplinaire. Puis ensuite, nous allons voir la protection de la personne au travail avec le principe de protection des libertés au travail. Premièrement, le règlement intérieur. Le règlement intérieur, il contient obligatoirement des dispositions, donc des mesures d'application et de réglementation en matière d'hygiène, des règles disciplinaires, des dispositions légales relatives à la défense des salariés, des dispositions légales relatives au harcèlement moral et sexuel, on le verra juste après, et des interdictions de tout agissement sexiste, évidemment. Lorsque le règlement intérieur contient des dispositions non prévues, ça va dépendre. Soit elles sont favorables aux salariés, dans ce cas-là, la Cour de cassation dit que c'est un engagement unilatéral de l'employeur, mais dans le cas où elles sont défavorables aux salariés, elles sont réputées non écrites et inopposables aux salariés. Les dispositions interdites dans le règlement intérieur. Dans le règlement intérieur, il y a des dispositions qui sont évidemment interdites, tout ce qui est discriminatoire, tout ce qui est contraire au droit international, communautaire, lois, règlements et conventions collectives, et enfin les dispositions restrictives des droits et des libertés individuelles sans être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché. Cette phrase, il faut la retenir puisque elle va faire écho à un principe qu'on va voir juste après. Le règlement intérieur est obligatoire dans toutes les entreprises de plus de 50 salariés pendant 12 mois consécutifs. Un seul règlement suffit même s'il y a plusieurs établissements, sauf si certains comportent des particularités. Et il s'impose à tous les membres du personnel, y compris l'employeur, c'est important. La procédure d'élaboration du règlement intérieur, l'employeur il va le rédiger, il va ensuite consulter le CSE. En cas d'absence, ça constitue un délit d'entrave. Et enfin, le règlement va être affiché dans l'entreprise, déposé au greffe et communiqué à l'inspecteur du travail. Et il rentre réellement en vigueur 1 mois après l'accomplissement de la dernière formalité. Toute modification de clause du règlement intérieur entraîne la même procédure. Le contrôle du règlement intérieur. Il y a 2 types de contrôle, administratif et judiciaire. L'administratif, il est fait par l'inspecteur du travail. Il va vérifier que le règlement intérieur a respecté la procédure et son contenu est licite, et l'inspecteur peut mettre en demeure l'employeur de compléter ou modifier, supprimer certaines clauses. Aucun délai de contrôle, l'inspecteur peut exiger le retrait ou la modification à tout moment. Le contrôle judiciaire, il va être exercé par 2 entités. Tout d'abord, le conseil de prud'homme, qui va souvent être saisi par le salarié. Il peut écarter une disposition illicite, mais il n'est pas compétent pour prononcer l'annulation. C'est le tribunal judiciaire qui va être compétent pour prononcer l'annulation d'une disposition illicite, sauf s'il s'agit d'une clause qui avait déjà été demandée d'être modifiée par l'inspecteur du travail. Et le tribunal judiciaire, contrairement au conseil de prud'homme, va être saisi par le CSE. L'employeur peut sanctionner les fautes par son pouvoir disciplinaire. Donc en réponse à une faute disciplinaire commise par le salarié, que l'employeur peut prononcer une sanction. Cette sanction est évidemment soumise à des règles de fond et de procédure, ainsi qu'à un contrôle judiciaire pour éviter tout abus. Premièrement, la garantie de fond. Donc qu'est-ce que c'est qu'une faute disciplinaire ? Une faute disciplinaire, c'est une faute qui est relative à l'exécution de la prestation de travail. C'est une faute grave ou une faute lourde. Les agissements fautifs commis par le salarié pendant une période de suspension du contrat de travail ne peuvent être sanctionnés par l'employeur, sauf lorsqu'ils constituent un manquement à l'obligation de loyauté. Dans certains cas, la loi exclut expressément la qualification de faute disciplinaire pour certains actes, ou au contraire l'impose pour d'autres. On ne va pas rentrer en détail, c'est écrit juste ici. Les fautes disciplinaires sont prescrites aucune sanction disciplinaire ne peut être sanctionnée de plus de 2 mois après que l'employeur en ait eu connaissance. Au niveau des sanctions disciplinaires, elles constituent une sanction disciplinaire, toute mesure prise par l'employeur à la suite d'un agissement fautif du salarié dès lors qu'il affecte la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Donc ça c'est très important, c'est ce que va faire l'employeur en retour d'une faute disciplinaire. Il y a plusieurs sanctions qui sont dites interdites. Il est interdit de sanctionner 2 fois pour la même faute. Par contre, en cas de récidive, l'employeur il peut tenir compte des fautes antérieures avec une prescription de 3 ans. Les sanctions pécuniaires directes, donc une diminution de salaire, ce n'est pas possible. Les sanctions qui ne sont pas prévues par le règlement intérieur, ce n'est pas possible non plus. Et enfin, les sanctions discriminatoires non plus. Sauf que dans certains cas, l'employeur peut quand même individualiser. Les garanties de procédure,
Il y a deux types de procédures pour sanctionner le salarié. Il y a les procédures simplifiées qui sont applicables simplement avec un blâme ou une inscription. Donc cette fois-ci, il n'y a pas de sanction. C'est simplement l'employeur va notifier par écrit la sanction au salarié en précisant les griefs qui seront retenus contre lui. La procédure normale, cette fois-ci, c'est en cas de sanction qui va être prononcée par l'employeur. Il y a 3 étapes. Une convocation à un entretien préalable, dans lequel on va préciser l'objet, la date, l'heure. Durant l'entretien, l'employeur va indiquer les motifs et en recueillir les explications du salarié. La notification de la sanction, qui ne peut intervenir moins de 2 jours après l'entretien. Et à l'inverse, la notification plus de 1 mois après n'est plus possible. La notification de sanction, doit évidemment préciser les motifs sur lesquels une action en justice seront fondées. L'employeur ne peut pas invoquer d'autres motifs que ceux présents dans la lettre de sanction. Lorsque l'employeur envisage de prononcer un licenciement disciplinaire, comme on a vu dans un chapitre juste avant, il doit combiner la sanction disciplinaire plus le licenciement pour motif personnel. Il est également possible de prononcer une mise à pied conservatoire lorsque la présence du salarié dans l'entreprise est un danger. Sauf que cette mise à pied conservatoire ne constitue pas en elle-même une sanction, elle est simplement une mesure antérieure à la mesure qui va être prise définitive. Lorsque la sanction prévue implique une modification d'un élément essentiel du contrat de travail, le salarié peut la refuser. Dans ce cas, l'employeur peut renoncer à la sanction, envisager ou prononcer une autre sanction. Le contrôle judiciaire de la sanction, il va être exercé par le conseil de prud'homme. C'est un contrôle triple, on a vu précédemment que l'employeur avait quand même tout de même des restrictions concernant les sanctions qui pouvaient être appliquées, mais là il y a un triple contrôle en plus. Premièrement, le conseil va vérifier le respect de la procédure par l'employeur. Il va apprécier si les faits reprochés aux salariés sont de nature à justifier la sanction. Il va contrôler si l'existence des faits invoqués. Si un doute subsiste, il va profiter aux salariés. Le juge recherche ensuite si les faits méritent la qualification de faute disciplinaire, et ensuite il va contrôler la licéité et la régularité de la sanction prononcée par l'employeur. Dans le cas où la sanction est illicite, la sanction disciplinaire est illicite s'il s'agit, comme on l'a vu précédemment, d'une sanction pécuniaire directe, d'une sanction non prévue par le règlement intérieur ou d'une sanction discriminatoire. Dans ce cas-là, la sanction est illicite et donc elle est nulle de plein droit. La sanction irrégulière, c'est lorsque la procédure n'a pas été respectée, et donc le conseil peut annuler la sanction régulière, mais il n'est pas tenu de le faire. Maintenant, nous allons voir la protection de la personne au travail. Donc précédemment, j'ai dit qu'il fallait retenir une phrase, et c'est la phrase de l'article L1121-1. Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché. Cet article, il faut le savoir par cœur. On doit faire la distinction entre les libertés fondamentales et non fondamentales. Dans tous les cas, l'employeur il peut tout de même restreindre ses libertés, à condition que les restrictions soient justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. Par contre, le juge il peut tout de même prononcer la nullité du licenciement qu'en cas de violation d'une liberté fondamentale. Donc, par exemple, une liberté fondamentale, c'est le respect de la vie privée, la liberté d'expression, les choses comme ça. Le CSE dispose tout de même d'un droit d'alerte lorsqu'il constate une atteinte aux droits des personnes à leur santé physique ou mentale et aux libertés individuelles qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché. Les principaux domaines de protection. Premièrement, la discrimination. Bon, on va pas se répéter, la discrimination, on les a vues déjà plusieurs fois dans les précédents chapitres. Toute décision discriminatoire de l'employeur est nulle et des sanctions pénales, 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende, sont encourues. Le salarié est protégé en termes de harcèlement moral et harcèlement sexuel. Constituent des actes de harcèlement moral les agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet la dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, ou d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel. En termes de sanctions, c'est 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Ça, c'est pour le harcèlement moral. Pour le harcèlement sexuel, pour un salarié, constitue des actes de harcèlement sexuel le fait d'imposer à une personne de façon répétée des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, ou créer à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Pareil, les sanctions sont les mêmes. Les salariés ne peuvent être sanctionnés ou faire l'objet d'une discrimination si ils ont refusé de subir ces agissements, évidemment.
Tout acte contraire est nul, l'employeur doit sanctionner les auteurs de harcèlement, il doit aussi adopter toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à ce harcèlement. La victime du harcèlement moral ou sexuel peut agir en justice devant le conseil de prud'homme. Il y a une prescription de 5 ans. Le prévenu, dans ce cas-là, est présumé innocent et c'est au ministère public de prouver sa culpabilité. La surveillance des salariés au travail. Les entreprises mettent fréquemment en place des dispositifs permettant de surveiller les salariés. Ils sont soumis à deux principes qui doivent être respectés. L'information de la consultation du CSE, préalable à la décision de mise en œuvre de l'entreprise, de moyens ou de techniques permettant de contrôler l'activité des salariés. Donc le CSE doit être informé et consulté. Mais il y a également les salariés qui doivent être informés préalablement. Si l'un des principes n'a pas été respecté, le dispositif de surveillance est illicite, ce qui exclut l'utilisation des éléments recueillis comme moyen de preuve. Parce qu'on a vu, la preuve doit être licite et loyale, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été obtenue par des manœuvres telles que celle de ne pas informer les salariés, par exemple de la mise en place de caméras de surveillance. Les outils informatiques de communication mis à disposition par l'employeur sont présumés être à usage professionnel qui autorise l'employeur à consulter hors de la présence du salarié, sauf si ce dernier a pris soin d'identifier les données comme personnelles. C'était tout pour ce chapitre, on se retrouve pour le suivant.